Salut les campeurs et bienvenue dans un Grumpy au doux goût de Madeleine de Proust. Car oui, étant enfant, mon entrée dans le monde du super-héros s'est faite à travers Batman et Superman. En toute honnêteté, impossible de me souvenir qui est passé le premier entre le chef-d'œuvre de Richard Donner ou la série animée de Bruce Timm. Mais une chose est sûre, c'était très proche. Et presque aussi proche, une autre série animée est passée sous mes yeux. Spider-Man. DC, Marvel, c'était les deux ou rien. Et oui, enfant déjà, j'étais plus ouvert qu'une bande de vieux geeks faisant honte à cette appellation. Quoi qu'il en soit, mes trois super-héros préférés ne le sont pas vraiment par hasard. Autant vous dire qu'après m'être enquillé tous les films Superman et Batman sans aucun regret de par mon jeune âge, lorsqu'en 2001 je suis allé chercher mon magazine cinéma après l'école pour insérer ensuite le CD-ROM dans mon ordinateur, parce que oui, je suis vieux, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir une bande-annonce de malade. Des braqueurs entrent dans une banque, font leur job et s'échappent en hélicoptère. Déjà là, ils ont toute mon attention. Quand soudain, l'hélico en plein vol est stoppé net et la caméra recule, présentant une énorme toile d'araignée entre les tours du World Trade Center. Et là, on découvre le visage de Spider-Man. Au-delà du film, le teaser lui-même est une Madeleine de Proust. Je me souviendrai toujours de mon excitation absolue à sa découverte, au point de le revoir 10 fois de suite. D'ailleurs, sur ce même CD-ROM, la bande-annonce du Seigneur des Anneaux était présente. Le hasard fait si bien les choses. Bref, la hype est en moi et quelques mois plus tard, je découvrais le film avec délectation, au point qu'il est et restera à jamais le film que j'ai le plus vu en salle, 8 fois. C'est d'ailleurs même le tout premier DVD que je me suis acheté. Bon, 2 ans plus tard, Spider-Man 2 n'aura que 2 visions en salle, mais cela l'empêche pas d'être le meilleur film de la trilogie et carrément l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Puis arriva le très décrié Spider-Man 3, dont les défauts, je dois le dire, sont de plus en plus gênants au fil des visions, mais dont les qualités, nombreuses, bien plus nombreuses que les défauts, se font de plus en plus belles. Après ça, il y a eu cafouillage, dirons-nous. Sam Raimi travaillait sur un 4ème épisode, mais il se fait dégager par nos amis de Sony qui lancent un reboot foireux qu'on avait tous plus ou moins décidé d'haïr dès le départ. A titre personnel, j'ai fait la paix avec tout ça. Même s'il est à certains degrés raté, Spider-Man 3 offrait une véritable fin à l'histoire racontée par Sam Raimi, et lui-même ainsi que Tobey Maguire sont allés de l'avant. Et je réalise que 10 ans plus tard, certains fans n'ont pas fait de même. Je suis assez triste pour eux. Soit, ma critique du premier Amazing Spider-Man est assassine, depuis j'ai revu mon jugement. Le film reste nul et sans intérêt, mais c'est loin d'être l'un des pires films de super-héros. Sa suite par contre, c'est une belle catastrophe narrative au point que Sony a décidé de revoir sa copie. Et un deuxième reboot est déjà en chemin. De quoi faire hurler les fans de Sam Raimi qui ne parviennent pas à aller de l'avant. Pire même, Sony s'associe avec Marvel. Et dès qu'un film du Marvel Cinematic Universe sort, c'est à chaque fois le même bordel et les mêmes arguments, ou plutôt non-arguments. Mais là, on ajoute le facteur Sam Raimi. Et rien ne va plus. Je vais maintenant vous parler de ce que j'ai affectueusement baptisé les putes à Raimi. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler une nouvelle fois mon amour pour sa trilogie Spider-Man, comme vous avez pu l'entendre. Je vais donc ajouter que son film Un plan simple fait partie de mes films préférés des années 90. Je considère même que ce film est son chef-d'œuvre. Je fais cette précision car à la moindre petite critique à l'égard de Sam Raimi, ça nous vaut d'être des détracteurs. Bonne chance maintenant pour utiliser cet argument magnifique. Donc, l'arrivée de Spider-Man Homecoming, je hais ce titre, se rapprochant de plus en plus, je pouvais aussi avec délectation lire de plus en plus de conneries et de mauvaise foi en tout genre de la part des fans alias putain Raimi. Bon, ils n'avaient pas vu Homecoming, mais ça on s'en cogne. Depuis quand il faut avoir vu un film pour se faire une opinion? Dans leur cas, ils ont tous, comme par hasard, détesté le film. Donc vraiment, on s'en cogne de l'avoir vu. Par exemple, John Watts, réalisateur de ce nouveau Spider-Man, évoque l'absence du Spider-Sense dans le film. Et là, on en profite immédiatement pour taper sur le film. Sam Raimi, lui, il l'avait mis dans son film. Et ouais, c'était même le truc le plus important de la trilogie. En gros, ce pouvoir est utilisé 2 fois dans le premier film et une seule dans le second. J'arrive même pas à me souvenir si je l'ai vu dans le 3ème, c'est dire l'importance du truc. Mais alors que l'absence de ce pouvoir dans ce Homecoming fait non seulement sens, mais j'y reviendrai plus tard, il ne faudra pas attendre 2 semaines pour qu'une première bande-annonce d'Avengers Infinity War fasse son arrivée, dans laquelle nous découvrons le Spider-Sense. Et le pire, c'est que cette putain Raimi ne doit même pas se sentir con.
Non, là ça gueule parce que Tony Stark est le mentor de Spidey et qu'il lui a fait son costume, soit un emprunt aux comics. Alors certes, c'était pas le tout premier costume, celui d'origine, mais l'idée est là. Mais non, si ce n'est pas comme chez Sam Raimi, ce n'est pas bien, les gardiens du temple sont présents. Mais quel temple, puisque ceux-ci semblent n'avoir quasiment aucune connaissance quant aux comics, alors qu'ils sont la source de matériel ultime. À moins que Sam Raimi ne soit le créateur de Spider-Man et qu'on ne m'a rien dit, je sais pas. Mais bref, au-delà de tout ce qu'on peut lire à la sortie d'un nouveau Marvel, et ce des deux côtés, puisque ce Homecoming étant forcément le meilleur film du MCU depuis le dernier, on se tape aussi la mauvaise foi des fanboys de Raimi. Soit une merveilleuse manière d'avoir envie de s'ouvrir à la discussion pour échanger des points de vue. Je crois qu'en fait, le plus triste, ce n'est pas que des gens foncent au cinéma voir un film qu'ils vont et veulent détester. Non, c'est surtout qu'ils passent plus de temps à parler de ces films à la moindre news, photo ou autre, plutôt que de partager leur amour du cinéma. D'ailleurs, certains d'entre eux prétendent que Marvel en est dépourvu. Mais tacler cette absence pour 10 minutes plus tard s'extasier devant une bonne annonce d'un film, qui a l'air naze au passage, parce que les deux héroïnes ont des gros boobs, ça s'appelle la crédibilité. Mais bon, Spider-Man, c'est comme Star Wars en fait, Disney l'a tué. Sauf que ces mêmes gens disaient la même chose il y a X années. Donc les bougres ont eu droit à pire que la mort. La double mort. Ouh, ça fait peur. Bon, maintenant il y a un truc important à comprendre ici. Le cinéma, c'est avant tout une industrie. Un film est un produit avant d'être une œuvre. D'ailleurs, beaucoup de films n'en sont pas. Et tant que Spider-Man marchera en salle et rapportera de l'argent, du Spider-Man vous aurez. Et pas signé Sam Raimi, c'est un fait, c'est ainsi. Et comme tout bon produit, certains consommateurs ont des marques privilégiées, donc un nom vendra quelque chose plus qu'un autre. Je le répète depuis sa sortie, mais Pacific Rim, l'exact même film, sans le nom de Guillermo del Toro, perdrait un grand nombre de ses défenseurs. Donc, deux points rapides. Si vous continuez de foncer tête baissée en salle pour découvrir des films dans l'unique but de leur cracher dessus, vous participez à la création de ces suites. Et enfin, si vous aimez tant que ça la trilogie de Sam Raimi, et je vous comprends, achetez-vous les Blu-ray et revoyez-les. Croyez-moi, c'est toujours aussi bien. Spider-Man Homecoming maintenant. Vu son apparition dans Civil War, j'étais emballé à mort. Puis il y a eu la promo du film. Et elle est partie en couille. Je sais pas si c'est Sony qui s'est occupé de tout, mais j'imagine qu'en partie, oui. Parce que j'ai jamais vu Marvel faire ça. Ils font de Iron Man la presque pierre angulaire du truc, au point d'avoir une grosse place, même sur les affiches, assez hideuses il faut l'avouer, toutes sans exception presque, alors que sa présence dans le film est minime. Donc, si vous n'avez pas vu le film et vous inquiétez de ça, sachez-le. C'est pas un film Spider-Man et Iron Man, loin de là. D'ailleurs, une bande-annonce était même parvenue à spoiler la résolution de la destruction du ferry. Incompréhension totale. Mais on ne juge pas un film sur une bande-annonce. Sinon, bah, réécoutez la partie sur les putes à Rémi. Non, on juge le film en voyant le film. Eh bien, comme je m'y attendais, carré, efficace. Marvel se repose un peu trop sur la même formule et il faudrait que ça change sur la fameuse phase 4, mais j'ai totalement confiance en les frères Russo pour faire bouger les choses avec leurs Avengers, ceux-ci étant responsables des deux meilleurs films du MCU, à savoir les deux Captain America qu'ils ont réalisés. Ici, le film manque d'ampleur et de profondeur. Il manque un vrai aspect dramatique malgré quelques bons passages, dont un à la fin que je ne spoilerai évidemment pas, mais où Peter montre qu'il a des limites et qu'il reste au final juste un gamin de 15 ans. Pour vous situer, c'est au moment de l'affrontement final avec le vautour. Toutefois, évitez de revenir sur la mort d'Oncle Ben, c'est génial, parce que c'est bon, on l'a vu, on connaît, il est temps de passer à autre chose. Mais ils n'ont pas trouvé cette autre chose et c'est le petit Bumble. Je suis pas forcément fan du costume high-tech non plus. Ça amène un peu de légèreté et d'humour par moment, mais on en a déjà beaucoup, donc c'était pas nécessaire. Après, ça me gêne pas plus que ça non plus, et j'aime bien les interactions entre Spidey et Karen, mais faudrait pas que ça devienne Iron Man et Jarvis 2. C'est le même souci en fait que j'avais avec les Gardiens de la Galaxie 2. L'humour est trop appuyé, faudrait relâcher ça un peu. Bon, comédie d'ado, donc forcément, on a le pot de boulet, relou, tout ce que vous voulez. Ned, c'est LE personnage que t'as dans quasi tous les teen movies et... C'est pas un moment amusant, hein, mais il est plus souvent chiant qu'autre chose. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, c'est cool de voir Peter évoluer dans un cercle plus large que May, Harry Osborn, Mary Jane ou Gwen. Et c'est ce que réussit ce film. L'univers est bien plus ouvert que sur les deux précédentes itérations. Petit reproche rapide, le mystère entretenu autour du personnage de Zendaya n'avait pas lieu d'être. J'ai pas compris l'intérêt. Mais
Zendaya est une putain de voleuse de scène, avec peu de répliques et juste un regard ou autre, je l'ai trouvé absolument génial. Et puisqu'on est sur les personnages, on tient là ni plus ni moins que le meilleur Peter Parker. Tout simplement, je sais ça va faire gueuler les fans, les putarémies, mais bon, c'est un vrai ado, pas un gars de 27 ans qui joue un demi-film au lycéen pour passer ensuite à autre chose, même si j'ai l'impression qu'il s'en tire un peu trop facilement de ses escapades arachnéennes alors qu'il est en pleine sortie scolaire. C'est pas forcément le meilleur Spider-Man, disons que la maestra de Rémi fait que ça va pas être simple de passer devant, mais dans l'incarnation du personnage, son comportement, c'est comme Peter, c'est celui qui est le plus fidèle aux comics, et c'est ce que j'aime. J'adore Tobey Maguire, mais son Parker, il est un peu niais par moment. Ici, on évite ce problème. En plus, c'est un Spider-Man débutant. Le film s'intéresse à ce qui est montré dans des montages rapides sur les 2 précédents volets des 2 itérations précédentes. C'est plutôt bien vu, tout comme l'idée de ne pas placer Spider-Man à Manhattan, qui est vraiment une très très bonne idée. On le découvre sans une jungle de building pour s'aider à tisser sa toile. Et ça rend la chose vraiment ludique, surtout sur un 6ème film. C'est là que la comparaison avec la version de Rémi est caduque. On n'a pas vu Spider-Man en plein potentiel ici. C'est un môme qui se découvre des super pouvoirs et veut devenir un super héros, mais ça reste un môme. Et je trouve que toute cette partie-là du film est vraiment bonne. C'est vraiment ses premiers pas, et comme pour le Spider-Sense dont on parlait plus tôt, il n'est pas encore à maturité. Il a encore beaucoup de choses à découvrir, et j'aime vraiment ça. Et puis surtout, le film règle le plus gros problème des films Marvel, à savoir le méchant, généralement toujours raté ou sans grand intérêt. Là, on a le meilleur. Motivation, écriture, interprétation. C'est pas non plus le plus grand méchant de l'histoire du cinéma, hein, faut savoir raison garder, mais Marvel a tendance à souvent chier ses méchants, et là c'est bien. Puis Michael Keaton, quoi, il déchire le mec. Ok, à côté, ils ont foiré le Shocker. Ça peut pas marcher à tous les coups. Bon, après, on a un gros problème, mais il est un peu hors film, dirons-nous. En quelle année se déroule le premier Avengers ? Parce que si c'est bien comme l'année de sortie du film, c'est 2012. Donc le bandeau au début du film indiquant 8 ans plus tard signifie que le film se déroule en 2020 et il me semble qu'il y a un souci quelque part. Mais bref, non, Spider-Man Homecoming n'est pas le meilleur film du MCU comme certains ont tendance à le crier. Mais c'est, de toute façon, on sait tous que Thor Ragnarok sera dans quelques mois le meilleur film du MCU. Mais c'est clairement mieux que les 2 Amazing. Pour rester dans le Triptych Movie US, on va dire qu'on est entre un C+, et un B-. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Et vous savez quoi ? J'ai beau adorer la trilogie de Sam Raimi, il y a un truc qui me pose toujours problème. Prenons Mary Jane par exemple, dans le genre mal écrit et elle se pose là, surtout sur les 2 et 3e films. Une abomination en termes de caractérisation. Parce que quand votre ami a 2 jobs, des études, un appart de merde et une vie difficile, et surtout que vous savez tout ça, vous ne faites pas genre « Oh, t'as pas le temps de venir voir ma petite pièce de théâtre malgré le fait que tu sois débordé ?» Ben, t'es juste un siège vide. Ça, c'est de la merde. Et j'ai beau vénérer Spider-Man 2, comme j'ai dit plus tôt, ça ne passe pas. Et ça ne passera jamais. Mais chut, on ne critique pas parce que c'est Sam Raimi.